Donc, nous allons commencer la table ronde numéro 1. J'appelle Maïtena, voilà, qui arrive, qui va se présenter et donc qui va inviter ses intervenants donc, sur comment les entreprises peuvent-elles faire pour accompagner et former leurs salariés sur le numérique. Donc, il va y avoir donc 4 intervenants et une bonne demi-heure, 40 minutes peut-être de discussion. Et après, donc, il y aura des questions-réponses dans la salle. Donc, n'hésitez pas à garder vos questions en tête. Voilà. Merci beaucoup. Alors, très rapidement, je suis Maïtena Scobel, directrice des projets d'inclusion numérique chez WeTechCare. Nous inaugurons la première table ronde de la matinée qui s'intitule « Comment les entreprises peuvent-elles faire pour accompagner et former leurs salariés au numérique ?» Et pour éclairer cette problématique, nous avons la chance de pouvoir échanger aujourd'hui avec Aurélie Boileau, donc vice-présidente de la Fédération des entreprises de propreté. Je vous invite à rejoindre le plateau au fur et à mesure. Ensuite, Hervé Fernandez, directeur général de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, l'ANLCI. Sylvie Tête, directrice action sociale de ProBTP Group. Et Fabien de Castilla, donc co-directeur général du groupe ARES. Voilà. Voilà. Merci d'être disponible pour cette table ronde. Alors, on va commencer par poser en fait les enjeux de l'électronisme dans le monde de l'entreprise. Donc, pour cela, je me tourne vers Hervé Fernandez. Donc, au sein de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, vous développez des dispositifs pour accompagner les publics en situation d'illectronisme. Et quel constat vous faites sur l'illectronisme dans le monde professionnel ? Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir associé l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme à ces travaux. Effectivement, nous accompagnons depuis plusieurs années maintenant des entreprises dans leurs projets de développement de compétences de base des salariés. Nous avons très vite fait le constat que certains des salariés ne maîtrisaient pas le socle de compétences essentielles qui leur permet d'être autonomes dans des situations très simples professionnelles. Il y a dans notre pays 2 500 000 personnes qui ont pourtant été scolarisées mais ne parviennent pas à se faire comprendre en écrivant un message très simple de la vie quotidienne. Et la moitié de ces personnes sont dans l'emploi, travaillent. Et il faut savoir que plus on avance en âge, plus les difficultés avec les savoirs de base sont importantes. Et donc les entreprises nous sollicitaient pour être épaulées. Elles nous disaient qu'elles avaient des enjeux de sécurité à relever, des enjeux liés à la qualité du travail. Elles souhaitaient s'appuyer sur le potentiel de leurs salariés. Complètement, elles n'y parvenaient pas, elles devaient faire face à des adaptations et très vite, avec l'arrivée massive du numérique, il y a de nouveaux enjeux qui sont apparus. On a fait le constat que la moitié des personnes confrontées à l'illettrisme éprouvent des difficultés avec le numérique de base et donc notre rôle c'est d'agir contre ce double illettrisme si vous voulez ou de tout faire pour que une majorité de personnes accèdent à ce socle essentiel qui permet d'évoluer, de continuer à se former. Et je prends l'exemple de Disneyland Paris qui nous disait que son enjeu c'était la formation des salariés à distance et à cette occasion elle a fait le constat que certains des salariés, vous savez il y a du personnel à Disneyland Paris de nettoyage, il y a du personnel de restauration, de maintenance et donc ces salariés n'avaient pas accès aux dispositifs de formation en ligne. Donc c'est venu de cette façon-là et donc on est passé d'une logique très puissante portée par la Fédération des entreprises de propreté liée à l'accès aux écrits professionnels à d'autres logiques, puisqu'aujourd'hui, il y a des enjeux du numérique liés au monde professionnel, je dirais, la capacité à faire face à des transformations. Stellantis, par exemple, Peugeot nous dit qu'avec la transition écologique, le passage à l'électrique, ces ouvriers doivent bénéficier d'une formation parce que les processus de production évoluent. Donc on coopère là-dessus, ça vient de cette manière-là. On a aussi des enjeux très simples, les sociétés qui gèrent le ramassage des ordures, les reapers par exemple, doivent calculer la charge de volume collecté pour ajuster les tournées, ça se fait par le numérique. Il y a des enjeux qui sont liés, je dirais maintenant, davantage à la qualité du travail, la qualité de vie, au travail, parce qu'on sait que le fait de ne pas maîtriser ce numérique de base génère du stress, de l'angoisse, de la peur de se tromper, ça crée des stratégies d'évitement. Et l'ensemble de ces raisons pousse les entreprises aujourd'hui à se mobiliser.
Très clair. Et donc, si je me tourne maintenant vers une fédération d'entreprises pour illustrer le sujet, Aurélie Boileau, en quoi l'électronisme est un enjeu pour les salariés de la propreté? Et en tant que fédération d'employeurs, pour quelles raisons vous êtes senti la responsabilité d'agir? Bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai déjà décrit un peu le secteur de la propreté. Ça représente 600 000 emplois et 16 000 entreprises de toute taille. Donc les entreprises de propreté nettoient des entreprises, des collectivités, des hôpitaux, etc. Le phare, enfin la propreté est dotée d'un fonds d'innovation qui s'appelle le phare, pour lequel l'ensemble des entreprises de propreté cotisent. Et ce fonds d'innovation, qui est assez intéressant dans le monde du travail, a pour vocation de s'intéresser aux différents sujets, enjeux stratégiques du secteur de la propreté. Et donc l'inclusion numérique est un de ces sujets, pour plusieurs raisons. Le premier sujet, c'est que les entreprises elles-mêmes sont amenées à se digitaliser. C'est-à-dire que les clients nous demandent de plus en plus de photos de nos interventions, de rapports d'intervention. Donc face à ces enjeux numériques, on a la nécessité de faire monter en compétence nos salariés sur ce sujet. Et puis un autre aspect, c'est que de tout temps, les entreprises de propreté ont ce rôle social, sociétal auprès de leurs salariés. Puisque c'est notre ADN de nous occuper de nos salariés nettoyage. Et donc les encadrants, les assistantes d'exploitation aident beaucoup les salariés dans leur démarche personnelle, pour les aider face aux difficultés de la vie, aux difficultés d'intégration. Et de plus en plus, vous n'êtes pas sans le savoir, ça passe par le numérique. Donc, ces encadrants sont obligés leur montrent comment faire leur démarche par le numérique. C'est pour ça qu'est venu le besoin d'un outil pour aider l'ensemble de ces encadrants, l'ensemble de ces administratifs à soutenir, à accompagner leurs salariés dans l'outil numérique. Alors, une enquête a été faite également par le phare auprès des entreprises et 4 entreprises sur 5 disaient que leurs agents avaient effectivement des difficultés face au numérique. La bonne nouvelle étant quand même qu'il y a un très très bon taux d'équipement en smartphone, pas forcément d'adresse email, mais un très bon taux d'équipement en smartphone chez les salariés de la propreté. Et 86% des entreprises étaient preneuses de solutions pour accompagner leurs salariés vers le numérique. Donc le projet a été de proposer une solution à l'encadrement des entreprises de propreté pour accompagner les salariés dans l'utilisation du numérique. Alors je peux vous donner quelques usages. Alors ça peut être des usages plus de notre métier, comme télécharger un planning d'intervention reçu sur une boîte email. Ça peut être acheter des tickets de transport, enfin des tickets, des recharges de passe Navigo. Ça peut être trouver son trajet, ça peut être récupérer son bulletin de paye sur un coffre-fort numérique, etc. Donc ça, ce sont des usages très courants de notre activité. Donc le phare, le fonds d'innovation dont je vous parlais, a développé un projet avec We Take Care en co-construction avec des entreprises de propreté. Donc 8 entreprises de propreté ont été sélectionnées, de toute taille et dans toutes les régions de la France. L'idée était vraiment de construire un outil très adapté à tout type de population dans notre métier et à tout type de situation. Donc on a développé des modules avec We Take Care très dédiés, à la fois généralistes sur les utilisations du smartphone et en même temps spécifiques à la propreté. C'est-à-dire ils vont retrouver leur propre contexte d'activité. C'est-à-dire vous souhaitez aller sur tel chantier, voilà comment trouver votre chemin. Vous souhaitez télécharger un planning d'intervention sur votre mail, voilà comment créer une adresse email, voilà comment télécharger une pièce jointe. Donc voilà, ça a commencé au départ, le principe était de faire 4 modules finalement en co-construction avec les entreprises de propreté et en testant ça a été 6 modules parce qu'il fallait inclure aussi un module sur la sécurité. Parce que les ouvriers, les agents de nettoyage, de propreté, s'arrêtaient souvent à la première question sur les cookies. Ils s'arrêtaient en disant qu'est-ce que je dois faire. Donc ce module sur la sécurité était très important. Et puis de co-construction sur ce projet. Voilà ce que je peux dire sur la propreté.
Merci Aurélie. Donc, c'est un premier exemple très concret déjà de comment la problématique se matérialise pour l'entreprise, pourquoi elle s'engage et des dispositifs qui peuvent être mis en œuvre. Pour illustrer avec un nouvel exemple, je me tourne vers Sylvie Tête, puisque ProBTP s'engage depuis 2022 pour renforcer les compétences numériques des salariés des bâtiments. Vous avez plusieurs initiatives en cours sur le sujet. Alors pour quelles raisons ProBTP s'est saisi de cette problématique? Et puis est-ce que vous pouvez nous décrire les dispositifs que vous avez mis en œuvre ou que vous allez mettre en œuvre? Bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir associés à cette table ronde. Alors, quelques éléments de contexte sur le groupe ProBTP. On est un acteur engagé et responsable. Notre ambition est de financer une politique sociale d'envergure pour protéger la communauté que nous servons et anticiper ses besoins futurs. Nous sommes solidaires, bien évidemment, de la famille du bâtiment et des travaux publics et plus largement de la construction. Et nous assumons de fait un rôle d'assureur affinitaire. Chaque année, ainsi, en complément des dispositifs de droit commun et des contrats d'assurance de prévoyance collective que nous proposons à nos clients, nous mettons en place et adoptons nos solutions d'accompagnement social pour répondre aux besoins émergents de nos publics. Dans ce cadre, en 2022, on a mobilisé 70 millions d'euros pour accompagner différentes situations de fragilité, telles que le maintien en autonomie, l'inclusion sociale ou les proches aidants, pour ne citer que quelques exemples. Donc c'est ici tout le sens de l'innovation sociale que nous développons, à l'appui d'un panel de prestations diversifiées, spécifiques, accessibles à nos clients à différents moments de vie clés, avec une attention particulière pour les équipes encadrantes, les équipes des ressources humaines, les dirigeants d'entreprise et les salariés. Donc face aux grands défis sociétaux, nous souhaitons ainsi demeurer un acteur majeur dans le parcours de vie de nos clients en nous appuyant sur notre modèle solidaire. Dans le contexte où, au même titre que la population française, une partie des salariés du BTP rencontrent au moins une forme de difficulté qui les empêche d'utiliser pleinement les outils numériques et Internet. Alors, à l'ère de la dématérialisation des services du quotidien, à l'ère de la dématérialisation des services de l'entreprise et de la digitalisation des chantiers du BTP, notre objectif est d'accompagner les salariés vers la maîtrise de compétences numériques utiles et nécessaires à leur autonomie, tant en situation de travail et plus largement dans leur vie quotidienne, pour éviter les risques d'exclusion sociale, puisque pour nous, l'inclusion et le risque d'électronisme sont un élément d'exclusion sociale fort. Alors on a ainsi initié plusieurs dispositifs. Il y en a un que l'on a co-construit avec les équipes de We Take Care, qui est un outil qui s'inscrit dans une démarche de diagnostic du niveau d'inclusion numérique des salariés, principalement des salariés sur chantier qui sont très éloignés des bureaux. Et l'objectif était d'avoir une démarche non stigmatisante. Et ça, c'est le point le plus important. Puisque finalement, dire qu'on ne sait pas manipuler une souris, dire qu'on ne sait pas envoyer un mail, eh ben, c'est pas si simple que ça à assumer. Et nos publics ont beaucoup de pudeur déjà à demander de l'aide sur le périmètre des professions du bâtiment et des travaux publics. Et donc, il fallait avoir beaucoup de pédagogie pour pouvoir les évaluer avec eux, sur la base de leur volontariat, de savoir dans quel niveau d'usage du numérique ils étaient. Donc cet outil, il constitue bien évidemment une première étape. Tout à l'heure, ont été évoquées des démarches de formation, mais avant la formation, selon nous, pour pouvoir trouver les bons modules de formation, les bonnes solutions, eh bien, il faut pouvoir faire établir ce diagnostic. Alors, il fallait qu'il soit rapide sur un chantier du bâtiment. L'entreprise, elle a quand même un enjeu économique, un enjeu de productivité. Donc, elle n'a pas toujours le temps de mobiliser beaucoup de temps de ses équipes pour accorder des séquences de formation complémentaires déjà aux formations des métiers de base. Et il fallait que ce soit très flexible. Par exemple, sur les premières expérimentations que nous avons conduites, les équipes des ressources humaines des entreprises qui ont testé la première fois ce diagnostic sont allées directement sur les chantiers. Et chose surprenante, en complément de l'ambition qu'on avait de favoriser l'inclusion numérique des salariés de la profession, eh bien, ça a renforcé la proximité. Quand les salariés, dans un contexte où, à cette époque-là, l'entreprise qui a testé le modèle avait un dialogue social un petit peu compliqué, eh bien, ça a inversé la tendance et ça a démontré la volonté de l'entreprise d'accompagner ses salariés et de prendre le temps d'aller sur les chantiers avec eux.
Alors, donc, ce diagnostic qui permet de dresser un panorama des profils numériques et de construire des parcours de formation adaptés, parce que tout le monde n'est pas égal. Et pour qu'on puisse mobiliser les personnes, il faut que ça puisse être le plus adapté. Et puis, il fallait aussi également connaître le niveau d'équipement des salariés. Parce que former, c'est bien. Si vous n'avez pas les outils pour utiliser, eh bien finalement, la formation n'est pas très intéressante. Et puis, il fallait aussi identifier les besoins, les freins et les envies pour pouvoir trouver des solutions de formation motivantes. Donc, dans ce contexte-là, l'opération a été très réussie. On a pu identifier qu'un salarié sur 2 dans l'entreprise qui était concernée avait besoin d'une formation. Que ces salariés, pour que seulement 2% d'entre eux ne cherchaient pas seulement 2% cherchaient à se former, et en fait 66% utilisent la facilité et demandent à leurs proches de les aider dans les démarches du numérique. En complément de cet outil, avec les entreprises, nous avons d'autres actions. Je vais en citer qu'une pour laisser le temps de parole aussi aux autres intervenants. On a un réseau de bénévoles, un réseau de parrainage et marrainage qui accompagne les plus jeunes dans l'insertion professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Et dans le cadre de l'insertion professionnelle, ils sensibilisent et ils forment les plus jeunes aux outils du numérique. Merci beaucoup Sylvie. Donc voilà, on voit deux panoramas des sujets d'électronisme dans l'entreprise et pourquoi les entreprises s'engagent. On voit que c'est à la fois une démarche liée à l'activité de l'entreprise, aux transformations de ses processus, mais c'est aussi une démarche sociale qui s'intègre directement dans le lien entre l'entreprise et ses salariés. Et donc là, je me tourne vers Fabien de Castilla, parce que vous aussi, vous mettez en place chez Ares des actions pour accompagner vos publics dans la montée en compétences numériques. Donc voilà, vous, quelles sont les réponses que vous apportez dans vos dispositifs ? Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc ravi d'être là avec vous ce matin. Pour resituer Ares, que je suis pas sûr que vous êtes nombreux à connaître, c'est un groupe associatif d'environ 1000 salariés dont l'objectif est de remettre à l'emploi des personnes qui ont connu des grandes difficultés dans leur vie. Grandes difficultés pouvant être multiples, problèmes d'éducation, des situations de migration, des personnes avec un handicap, des problèmes carcérales, enfin tout un ensemble de problématiques. Et notre métier, c'est de redonner confiance à ces personnes-là en leur proposant ce qu'on appelle un parcours d'insertion. Un parcours d'insertion, c'est un travail temps plein, rémunéré pendant environ 1 an, pendant lequel, au-delà du travail, qui permet de reprendre confiance en soi, on va résoudre les problématiques sociales et construire un projet professionnel. Donc ça, c'est Ares. Aujourd'hui, on a à peu près 1 millier et on a environ 3000 personnes qui passent chez nous par an. Et comme vous l'avez compris, avec des situations assez chaotiques et des parcours de vie compliqués. Pour arriver à la question du numérique, il y a 5 ans, on a fait un constat que je vais essayer de vous mettre en lumière avec 4 questions que je vais vous poser. Donc je vais vous demander un tout petit peu d'attention, ça va être assez simple. La première, c'est qui a un smartphone dans la salle? En levant la main. Voilà. Donc vous êtes. Est-ce que le panel peut participer? Vous pouvez participer aussi. Je m'attendais un peu à la réponse. Deuxième question, qui utilise WhatsApp au quotidien? Alors, on est quasiment, peut-être plus à 95, à 100%, mais à 95. Troisième question, qui utilise LinkedIn au quotidien? 67% à peu près. Et dernière question, qui a un compte France Connect et qui a déjà regardé son permis de conduire, ses impôts, sa sécurité sociale? Alors, je pensais pas autant. Là, on est à bien 80%. Si je repose les mêmes questions, vous imaginez dans une de nos entreprises d'insertion, les 2 premières, c'est pareil qu'ici, on a quasiment 100% de réponses. Et les 2 d'après, on est à 5, max 5 à 10%. Et donc, le constat qu'on a fait il y a 5 ans, c'est, en fait, les publics qu'on accompagne, ils pourront pas s'en sortir dans leur vie, et personnels et professionnels, si on les accompagne pas à développer des usages comme vous et moi ce matin, hôtel de l'Assay à l'Assemblée nationale. Donc par rapport à ces 2 constats, dans l'usage du quotidien et en l'usage professionnel, on a mis en place 3 choses. La première, c'est qu'on a des formations, comme vous l'avez très bien décrit avant, au numérique, formation au numérique de base. Et nous, là, on s'est concentré surtout, c'est à partir du smartphone. On a quelques outils autour, de formation sur l'ordinateur, mais la priorité, c'est se servir bien de son smartphone pour des choses toutes bêtes, hein. Ça a été dit, utiliser Google Maps pour se rendre à un rendez-vous, actualiser ses droits à Pôle emploi,
tous les salariés qu'on a, ils ont tous WhatsApp, vous l'avez compris, mais ils savent pas se servir réellement de tous les potentiels de leur smartphone au quotidien, et c'est ça qu'on fait. Et donc très concrètement, nous on a un diagnostic au démarrage, tous les salariés qui arrivent chez nous, ils ont 1 heure avec une personne qui va identifier toutes les lacunes qu'elles peuvent avoir, dans le numérique, mais aussi en français, ou en maths, en logique, et si on identifie une lacune en numérique, on le flèche, on le positionne sur une formation numérique. Grosso modo, c'est 3-4 modules, un peu comme vous, de 2 heures, en petit comité, pour leur faire comprendre comment ça marche. Donc ça, c'est sur les formations de base. Et ça, quand on préparait la réunion, nous, on combine souvent ces formations numériques aux formations au français. L'un et l'autre vont souvent de pair, et vous le disiez en introduction, illettrisme et électronisme, c'est souvent allié. Souvent, nous, on a des gens qui parlent français, mais qui savent pas utiliser leur smartphone. L'inverse, qui sont très doués, mais qui n'ont pas la compétence suffisante en français. Donc, on fait souvent les deux ensemble. Donc, d'abord, les formations numériques de base. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on a digitalisé toutes nos activités du quotidien. Ça a été dit en introduction tout à l'heure. Aujourd'hui, toutes les activités, même les plus simples, et même les plus bas niveaux de qualification, ont besoin du numérique. Dans le BTP, dans une activité dans le BTP, on pousse des poubelles pour faire du tri sélectif dans un chantier. Et ben, figurez-vous que notre client, Vinci, veut qu'on prenne des photos de les poubelles pour leur dire elles sont bien triées, pas bien triées. Ben, c'est tout bête. Mais aujourd'hui, nos salariés, ils savent pas prendre une photo d'une poubelle et la rentrer dans le bon logiciel de suivi. Donc pour ça, on a quasiment forcé toutes nos activités en insertion pour qu'il y ait des outils numériques partout. Comme ça, d'un côté, ils ont l'usage du smartphone, le basique, et de l'autre côté, ils utilisent sur leur activité en insertion au quotidien. Donc ça peut être une douchette pour scanner un colis, ça peut être, comme je vous disais, un outil de prise de photo pour suivre des déchets, etc., etc. Et la troisième chose qu'on a fait, c'est que pour aller plus loin, on s'est dit, en fait, le numérique, ça peut être aussi un levier d'insertion pour aller plus loin. Et on a monté une structure commune, ce qu'on appelle une joint venture, qui est sociale, avec une entreprise qui s'appelle Accenture, où en fait, on co-entreprend une entreprise d'insertion. Et Accenture, ça fait, avec Access, cette entreprise commune, elle fait principalement 2 choses. Elle fait de la saisie de données. On entend parler partout d'intelligence artificielle, donc ça va se développer évidemment. Mais pour ça, il faut alimenter une machine. Et pour alimenter une machine, faut des petites mains qui codifient, qui disent le mot, l'image, elle est bien codée. Donc nous, ça fait 5 ans qu'on alimente des programmes. Et ça permet de développer des compétences en intelligence artificielle. Et aussi sur tout ce qui est support. Vous avez tous des problèmes de temps en temps d'informatique. Et il y a ce qu'on appelle le support niveau 1. Nous, on a des équipes qui répondent au premier niveau d'intervention. Et donc ça, aujourd'hui, sur Access, avec Accenture, on a à peu près 50 personnes qui découvrent et qui se professionnalisent. Et la quasi-totalité des personnes qui passent par Access, aujourd'hui, sortent dans l'informatique, ce qui n'était pas gagné. Et pour terminer, ce qui est assez frappant sur Access, assez naturellement, on a des publics réfugiés, des gens plutôt qualifiés qui viennent d'Afghanistan, d'Inde, souvent des pays anglophones et qui se débrouillent très bien. Et on a aussi, moi ça m'a frappé, des gens qui ont la cinquantaine. J'en ai un en tête qui s'appelle Samba, qui était vendeur dans un magasin de bricolage, qui a eu des problèmes de dos, qui pouvait plus travailler dans le magasin. Et en fait, je l'ai découvert un jour sur notre plateau, et il faisait ce qu'on appelle du test logiciel pour Veolia, donc il vérifiait la fonctionnalité d'un logiciel. C'est quand même assez compliqué. Et en fait, en accompagnant bien quelqu'un, on peut réellement les accompagner sur des nouveaux métiers numériques. Et intuitivement, c'était pas gagné de mettre quelqu'un qui a fait 30 ans de bricolage sur une activité de test informatique. Voilà dans les choses qu'on fait. Merci beaucoup. Peut-être pour compléter ce panorama, et là je me permets un petit écart par rapport à la trame, mais vous avez aussi évoqué le lien illettrisme. On retrouve aussi le lien avec d'autres freins comme le frein de la langue. Peut-être pour compléter le panorama des exemples, Hervé Fernandez, est-ce que vous, dans les activités que vous mettez en place à la NLCI, vous avez d'autres dispositifs, et qu'est-ce que vous voyez peut-être comme cas dans d'autres entreprises ? Oui, c'est vrai qu'on a un enjeu qui est celui, je dirais, de la prise de conscience peut-être pour celles et ceux qui peuvent masquer des difficultés, qui peuvent les éviter, qui, je dirais, pour faire face et contourner ces difficultés en prenant appui sur l'entourage, on l'évoquait, en composant avec le réel, en se débrouillant sans savoir lire, écrire, utiliser le numérique. Donc on a une activité forte de sensibilisation, d'information. Bon, chaque année, avec les journées nationales d'action contre l'illettrisme au mois de septembre, on a ce mouvement d'information, de sensibilisation. On a des outils aussi de diagnostic qui reposent sur
un algorithme qui lui-même repose sur les données de l'illettrisme par secteur professionnel, parce qu'on sait quels sont les taux d'illettrisme par secteur professionnel. Et donc, on propose ce service aux entreprises pour qu'elles puissent avoir une idée de la part de risque qu'elles ont d'être confrontées au problème de l'illettrisme et de l'illectronisme en répondant à une dizaine de questions. Elles ont un taux de risque et donc l'objectif, c'est vraiment, avant d'entamer ce plan d'action, d'organiser la prise de conscience. Et puis, on a aussi à disposition un service qu'on propose, qui est un service qui valorise les compétences de base qui sont déjà maîtrisées et celles sur lesquelles on pourrait s'appuyer davantage pour avancer, pour continuer à se former. C'est un service qui s'appelle EVA. Et on parlait de la notion d'impact. Bon, on a eu la possibilité cette semaine de constater que 100 000 personnes ont bénéficié de ce service-là, qui est disponible et qui est soutenu par le ministère du Travail. Donc on travaille beaucoup avec les missions locales, avec les centres de formation d'apprentis aussi, parce qu'il y a vraiment un enjeu, je dirais, sur ce socle de compétences essentielles, de base en lecture, écriture. On sait que l'écrit est très présent dans le numérique et effectivement, on a aussi des campagnes de formation des formatrices et des formateurs sur une démarche qu'on appelle duplex qui combine l'accès au numérique comme un levier de motivation et avec l'acquisition des savoirs de base, parce que ça ne s'improvise pas, il faut pouvoir jongler entre les deux, la question du français, la question des compétences de base numériques. Donc on a cette activité d'information, de sensibilisation, d'accompagnement, et je dirais qu'on travaille beaucoup en ce moment sur c'est une forme de prévention quelque part, sur les apprentis, sur les jeunes en lycée professionnel, les apprentis, parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a trop de jeunes qui abandonnent leur contrat d'apprentissage pour des difficultés liées avec les savoirs essentiels. Ils ont un usage du numérique qui peut être présent mais appauvri et qui ne leur permet pas de continuer à apprendre, d'agir en discernant aussi ce qui est vrai, ce qui est faux. Enfin, et donc il y a un enjeu très important. On sait aussi que c'est un enjeu de réussite pour la suite, c'est-à-dire que quand les apprentis décrochent leur certificat, leur diplôme, ils vont pouvoir être mieux armés ensuite dans la vie professionnelle, continuer à se former, évoluer. Certains des salariés qui sont accompagnés par les entreprises partenaires de l'agence nous disent refuser des promotions parce qu'ils ne maîtrisent pas justement les outils du reporting, les outils numériques. Donc il y a à la fois un enjeu presque d'urgence en quelque sorte de prise en charge de ceux qui ne maîtrisent pas, mais il y a aussi un enjeu d'anticipation, de prévention quelque part, parce que la réalité qu'on connaît aujourd'hui, demain elle sera complètement différente et donc il faut continuer à former, investir, et les entreprises qui s'engagent nous disent qu'aujourd'hui le coût de l'électronisme et de l'illettrisme est bien supérieur à l'investissement qu'elles peuvent mettre pour régler ce problème. Donc il y a vraiment des demandes très importantes. Je n'ai pas cité les entreprises avec lesquelles on travaille, mais il y a des grands groupes comme Sodexo qui a mis en place un plan d'action maintenant et qui a passé à l'échelle un peu la formation base de ses équipes. Il y a Burger King, il y a des grosses entreprises, il y a Renault Retail aussi pour les garagistes parce que les métiers sont en complète évolution. Le groupe Compass pour la restauration collective et puis d'autres sociétés importantes, des plus petites aussi. On travaille beaucoup avec des entreprises qui ont un fort impact social, des entreprises de l'insertion par l'activité économique. Il y a des moyens qui sont mobilisés par les pouvoirs publics avec le plan d'investissement dans les compétences, un ADEC, un PIC IAE, enfin c'est du jargon, mais autrement dit, quand les entreprises du champ de l'insertion se mobilisent, elles reçoivent des moyens pour la formation. Et notre levier d'action, c'est celui de la proximité avec les entreprises. Les branches ont un rôle clé, et c'est à l'exemple de la branche de la propreté. On travaille avec d'autres branches comme l'intérim en ce moment, qui s'appuient sur les OPCO qui sont leurs bras armés pour déployer la formation et accompagner les entreprises dans leurs projets. Et donc l'agence c'est une agence gouvernementale, mais qui a cette singularité, c'est que ses membres font partie des OPCO et il y a des secteurs professionnels qui siègent dans nos instances et donc qui nous poussent à agir auprès des entreprises. Et ces branches-là se mobilisent. Il y a vraiment notre travail, c'est aussi de veiller à ce qu'on ne perde aucune occasion d'aborder cette question
au sein de l'entreprise. Et c'est vrai qu'on voit comment on est passé d'un enjeu de développement des compétences, un peu plan de formation lié au projet de l'entreprise, à un enjeu maintenant de responsabilité sociale, de bien-être aussi pour les salariés. Parce que je le disais, il y a vraiment quelque chose à voir avec la qualité de vie au travail quelque part. Et donc les entreprises ont à la fois un intérêt à agir pour la performance, si j'ose dire, des équipes, et elles ont cet intérêt, mais elles le font aussi de plus en plus pour l'intérêt individuel. On parle aussi de l'accès à Pronote, on parlait du coffre-fort pour les bulletins de paye. Il y a une entreprise du bâtiment qui s'est tournée vers nous pour nous dire on passe au vote électronique. Et on a fait le constat que ce sont les organisations syndicales qui ont relevé que une bonne partie, ça a été dit, des salariés n'avaient pas d'adresse mail. Donc comment concilier la démocratie sociale dans l'entreprise avec l'absence d'adresse mail? Mais cet enjeu, il vaut aussi pour la démocratie au plus large, parce qu'il y a des enjeux de fausses informations aujourd'hui, de désinformation. Et donc quand on investit dans les savoirs essentiels, dans le numérique, les savoirs de base, on participe aussi à donner les clés du discernement pour éviter à certains salariés de tomber dans des arnaques ou bancaires, tout ça. Donc on a une grosse activité avec la Banque de France notamment et le monde du travail aussi pour bien armer ces salariés. Merci beaucoup. Donc là, on a beaucoup parlé de l'engagement des entreprises et des actions qu'elles pouvaient mettre en œuvre pour accompagner les salariés. On voit que ces actions fonctionnent, qu'elles ont de l'impact. Ce qui ressort aussi de vos retours, c'est l'enjeu de réussir la première étape du parcours, notamment cette étape de diagnostic, et même avec cette étape de diagnostic-là aussi, de démystifier le sujet et d'engager la personne dans un parcours d'accompagnement. Et donc, ça ressort comme un enjeu majeur de vos différentes initiatives. Alors, dans vos différents contextes, quels leviers vous avez identifiés? Peut-être Aurélie Boileau. Oui. Alors c'est vrai que la démarche d'accompagnement est tout à fait essentielle pour la réussite des projets des entreprises qui vont utiliser ces différents modules développés avec We Take Care. Donc il y a plusieurs modèles d'accompagnement qui ont pu être mis en œuvre. À travers cette notion importante d'ambassadeur, c'est-à-dire que les entreprises, je vous ai parlé tout à l'heure de 8 entreprises partenaires, elles ont sélectionné de manière sur la base du volontariat des ambassadeurs qui portent ce projet et qui vont tester différents modèles d'accompagnement dans les entreprises. Donc il y en a trois modèles qui ont été développés. Le premier, c'est une formation lors de l'embauche, c'est-à-dire que lors de l'embauche, soit le manager, soit le service des ressources humaines accompagne le salarié dans l'utilisation des différents modules que le salarié ne maîtriserait pas. Donc ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est un suivi par l'ambassadeur sur plusieurs semaines. Donc l'ambassadeur lui montre un ou deux modules, il le fait avec lui et ensuite il le laisse s'approprier les autres modules tout en pouvant suivre la réalisation de ce que fait le salarié avec son accord bien sûr sur les autres modules. Soit sous la forme encore d'une formation collective, donc ça c'est le fait de réunir plusieurs salariés dans une salle de formation et d'organiser une véritable session de formation. L'idée, évidemment, du monde de la propreté, du fonds d'innovation dont je vous ai parlé, c'est pas d'imposer une méthode aux entreprises, mais de proposer différents modèles d'expérimentation, puisque tout va dépendre en effet de la taille de l'entreprise et de la manière, de son secteur précis d'activité dans la propreté. Donc voilà, moi, ce qui est intéressant, c'est vraiment, je trouve, cette notion d'ambassadeur, puisque souvent, ces salariés qui décident de porter le projet ont eu eux-mêmes des difficultés sur le numérique. Ils sont conscients, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont souvent amenés à aider leurs salariés face aux difficultés de leur vie, à se connecter, à créer une adresse email, à aller consulter leur remboursement Amélie, à consulter les notes scolaires de leurs enfants. Donc, ils ont besoin d'un outil pour aider ces salariés et donc ce rôle d'ambassadeur est vraiment très important dans le déploiement du dispositif, après sous différents formats.
Merci beaucoup. Et donc dans le secteur du bâtiment, est-ce que on retrouve en fait ces mêmes leviers, c'est-à-dire le fait d'avoir des ambassadeurs, aussi de s'appuyer sur des usages personnels? Comment vous travaillez l'engagement? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le point de départ, c'est qu'il y a des salariés qui sont motivés pour se former et d'autres qui n'ont pas d'appétence au numérique. Donc il faut aussi respecter ça. Donc il ne faut pas non plus mettre en place et avoir à tout prix l'objectif de former tout le monde. C'est peine perdue. Donc déjà, il faut partir de ce point-là. D'un autre côté, on a identifié beaucoup de freins. Alors les freins, on vient de l'indiquer, c'est la motivation, c'est le manque de temps aussi, c'est la peur du numérique tout simplement. Donc en fait, nous, ce qu'on a pu observer, c'est qu'en fait, quand l'entreprise, c'est vraiment un projet d'entreprise, que c'est porté au plus haut de l'entreprise, il faut que ça s'appuie sur des campagnes de communication et de pédagogie. Et ça, c'est un levier particulièrement fort qui peut embarquer l'ensemble des personnes vers une inclusion numérique réussie. Et puis, il y a aussi toute la modularité. En fait, il faut pouvoir proposer à l'ensemble des publics concernés par cette inclusion numérique des modules de formation. Il y en a qui vont vouloir avoir des parcours très longs. Il y en a d'autres qui vont souhaiter avoir une séquence très courte pour avoir des compétences, acquérir des compétences très rapidement. Il y en a qui seront ouverts à une formation en entreprise, d'autres qui préféreront avoir des solutions en externe. Donc l'idée, c'est vraiment d'écouter, d'orienter, de conseiller et d'avoir une boîte à outils la plus large possible, appuyée sur une base de communication la plus large possible. Merci beaucoup. Donc on voit l'enjeu de personnaliser, en même temps d'avoir une démarche structurée pour réussir ce défi de l'engagement. Et donc chez ARES, est-ce que la situation est un peu différente par rapport au public qui sont chez vous? Comment vous travaillez cette notion de motivation et d'engagement dans des parcours d'accompagnement numérique? Effectivement, nous on a une difficulté, c'est que les gens arrivent avec des grosses problématiques. La force entre guillemets, c'est qu'ils savent pourquoi ils sont là et ils sont inscrits dans une dynamique de progrès et d'apprentissage et de remise en confiance. Donc quelque part, on n'a pas à aller forcément gratter très fortement pour comprendre les difficultés et on n'a pas non plus à pousser à tout prix pour qu'ils s'engagent dans une démarche. Et après, si je séquence un peu les 4 choses qu'on essaie de faire, d'abord on diagnostique, je l'ai dit tout à l'heure, on a ce qu'on appelle un positionnement, donc c'est un test qui dure 1h30, on évalue tout, y compris le numérique, et on le trace, on l'archive. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on va vraiment, entre guillemets, prescrire en fonction du diagnostic ce qu'il faut faire. Donc certains c'est de la formation, d'autres c'est d'aller travailler sur une activité de numérique, etc. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on suit. On a tout un outil de suivi où on va évaluer étape par étape les progrès, y compris en numérique. Donc tous les 6 mois, on fait un petit 360 pour voir où en sont les salariés et on accentue ou on corrige s'il y a besoin. Et la 4e chose qu'on essaie de faire, mais on n'y arrive pas forcément très bien, c'est équiper aussi nos salariés. Une grande partie ont des smartphones, mais très peu ont des ordinateurs. Et donc là, on travaille avec Emmaüs Connect, mais on n'a pas réussi à craquer vraiment la question d'équipement, qui reste encore un frein, parce que même avec un smartphone, vous faites pas tout pour vous débrouiller au quotidien. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et donc, du côté de l'ANLCI, on voit aussi, vous avez déjà évoqué le lien avec les usages personnels, notamment tout ce qui est suivi de la scolarité des enfants, le lien avec la sécurité. Vous avez des outils aussi pour travailler l'engagement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, peut-être sur cette notion du repérage des personnes d'accompagnement des personnes, j'aimerais ajouter une petite facette, c'est que on a constaté que les entreprises qui ont mis en place des plans d'action, en tout cas celles qui réussissent, sont celles qui s'appuient beaucoup sur l'encadrement de proximité aussi, et donc c'est un projet d'entreprise qui est porté au plus haut niveau, je dirais, mais qui implique aussi beaucoup l'encadrement de proximité, et donc pour nous c'est une des clés de réussite. On a vu ça quand on a testé des solutions auprès d'une dizaine d'entreprises avec cette idée de voir sur quelle réalité elles butaient pour à la fois parler de l'électronisme et de l'illettrisme, mettre en place un plan d'action, concevoir une ingénierie, accompagner les salariés vers la formation, les détecter, les accompagner vers la formation, choisir l'organisme de formation, faire financer la formation, et on en a tiré, comme vous le soulignez Maïtena, une démarche qu'on a appelée les incontournables, avec une série de fiches pratiques issues de la réalité qu'on a constatée auprès de ces 10 entreprises, et qui est à la fois mise à disposition des entreprises, des branches professionnelles, pour qu'elles puissent
s'emparer de cette dimension, l'intégrer dans leur stratégie et en parler plus facilement, concevoir des plans d'action. Mais ce service, les incontournables, ces fiches pratiques, est aussi destiné aux organismes de formation, parce qu'on sait que apprendre à une personne à être plus à l'aise avec le numérique, l'accompagner dans ses apprentissages, ça fait appel aussi aux ressources authentiques, on va dire, aux situations professionnelles rencontrées. Autrement dit, ces formations ne se font pas un peu hors sol, mais elles sont contextualisées complètement, et les salariés sont dans un environnement familier qui leur permet d'être plus autonomes ensuite. Autrement dit, les organismes demandent, et ils ont ce savoir-faire. Ils sont accompagnés par les centres ressources illettrisme présents sur le territoire qui confortent les compétences de ces intervenants par des stratégies de professionnalisation. Ces salariés maintenant des organismes de formation demandent aux personnes qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir faire tout seul ou de façon plus autonome, et à partir de ces réponses, à partir aussi du projet d'entreprise, on compose des parcours plus adaptés. Donc voilà les éléments que je souhaitais apporter sur le repérage des personnes. On voit que c'est à la fois une démarche qui est assez structurée et puis structurante aussi pour l'entreprise. On voit que c'est un effort collectif à tous les niveaux, à la fois au sein de l'entreprise, mais aussi avec ses partenaires, les organismes de formation, les fédérations d'employeurs. Et donc on voit aussi que du coup, une fois que les entreprises s'engagent, elles investissent des moyens pour mettre en place ces dispositifs. Et vous l'avez déjà dit en fait, que finalement investir, ça, on voit les effets. En tout cas, on voit surtout l'effet de ne pas investir. Et ça m'amène à vous poser la question de l'impact. Déjà aujourd'hui, auprès des salariés qui sont accompagnés, on a déjà eu des exemples très concrets. Quel impact voyez-vous d'une meilleure autonomie numérique? Et puis surtout, comment vous mesurez l'efficacité des dispositifs d'accompagnement, ou comment vous envisagez de le mesurer? Peut-être on peut reprendre le même ordre, Aurélie. Alors, nous, on n'a pas encore beaucoup de recul puisqu'on est encore en phase expérimentale. Donc, sur la 50aine d'agents qui ont testé, on peut dire qu'ils ont apprécié, qu'ils ont donné une bonne note, voilà, à l'outil, puisque 7,6 salariés sur 10, voilà, ont été très satisfaits. Enfin, c'est la note moyenne qui a été donnée par les agents, et 8 sur 10 par les ambassadeurs, ce qui nous a permis encore de réajuster l'outil. Voilà, donc en tout cas, je crois que ces entreprises qui ont testé ont pu apprécier le fait que les salariés étaient dans l'ensemble très moteurs, parce que chaque salarié a été confronté une fois dans sa vie depuis les dernières années à une situation de blocage sur le plan personnel. Donc on attrape quand même facilement la motivation des salariés en partant du personnel qui est souvent très à relier avec le professionnel. Chercher son chemin, par exemple, c'est un besoin à la fois professionnel et personnel. Acheter des tickets de transport de la même manière. Donc, on est plutôt très rassuré sur la motivation des salariés et sur la capacité des modules qui ont été créés à répondre à des besoins très concrets, très opérationnels. Je crois vraiment que le secteur professionnel peut, par des cas très concrets, voilà, et ces modules, ça dure 10 minutes. En 10 minutes, le salarié peut enlever une épine du pied sur un usage qui va pouvoir après dupliquer beaucoup de fois. Donc voilà, on est plutôt très encouragé par la première expérimentation. Très bien, merci. Et donc Sylvie, notamment avec les outils de diagnostic que vous déployez aujourd'hui, comment vous suivez l'impact des dispositifs d'accompagnement ? Alors, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Il y a surtout eu un bon accueil, en fait, de la démarche, avec un rapprochement des équipes encadrantes, des équipes des ressources humaines. Donc ça, c'était le premier point très positif. Au-delà, nous, on a lancé les premières expérimentations et les premiers dispositifs en 2022. 2023, on en a construit de nouveaux. Et donc, c'est plutôt 2024, on va construire des mesures d'impact social. Elles sont construites, d'ailleurs, qui va nous permettre de faire un état des lieux en amont du dispositif engagé, pendant, au terme, et 3 et 6 mois après. Et là, on sera en capacité de vérifier si l'impact social est vraiment efficace. Et puis, ça nous permettra également d'ajuster, puisque ça évolue, les comportements des personnes évoluent, la société évolue. Donc, c'est aussi un objectif, cette mesure d'impact social, de pouvoir ajuster en continu les dispositifs que nous proposons.
Très clair. Et effectivement, il y a plusieurs dimensions. Il y a mesurer l'impact du dispositif sur l'acquisition des compétences numériques. Et puis derrière, comment cette autonomie nouvelle va permettre à la personne de progresser dans ce parcours de vie et de se débloquer, donc en lien avec l'impact social. Chez ARES, je crois que vous êtes aussi un organisme de formation certifié. Est-ce que ça vous a permis de vous outiller pour mesurer l'impact? Ouais, quand on n'arrivait pas à trouver nos bons outils du numérique, on a créé nos propres modules et on a créé un organisme de formation pour récupérer les pics IAE qui sont des financements utiles. Non, là, sur la question de la mesure d'impact social, on n'est pas encore bon sur ça. Pour le moment, enfin, on a une mesure d'impact, mais on croise pas nos formations numériques avec le taux de sortie et la qualité de sortie. On le fait sur d'autres variables. Je sais vous dire l'impact que génère un stage en entreprise, que génère un cours de français. Je pense que nous, on appréhende le numérique comme quelque chose qu'il faut avoir, pas comme encore un bonus. Et c'est un autre changement de mentalité. Tout à fait. Et peut-être, de votre point de vue, Hervé, vous avez d'autres exemples, des approches qui sont particulièrement allées loin dans ce sujet? Nous, moi, je peux peut-être prendre appui sur une évaluation qui a été réalisée par Uniformation, qui est l'OPCO de l'économie sociale, et donc quand Uniformation a souhaité mesurer l'impact des formations de base sur les bénéficiaires, on s'est aperçu bien sûr que ces actions participent à la reprise de confiance dans ses capacités, mais au-delà, 70% des personnes qui ont bénéficié d'une formation de base, j'inclus le numérique, elles continuent à se former ensuite. Elles suivent des formations techniques. En fait, ça ouvre des portes, c'est ça quoi, qui est très important. C'est que sans cette formation, les portes restent fermées. Il y a beaucoup d'intervenants sur les questions de secourisme au travail qui nous disent que les salles sont pleines de personnes qui se destinent à être secouristes au travail, mais qui ne comprennent pas forcément ce qui peut se passer parce qu'elles ont des difficultés à lire, écrire. Et donc, on sait que ça accélère le mouvement vers la formation professionnelle. Ça réduit le stress, je l'évoquais, donc ça a été clairement mis en évidence. Et donc, ça renforce l'aisance, la facilité de vie au travail. Donc, et puis on a des mesures aussi quantitatives. Alors le diagnostic que j'évoquais tout à l'heure, qui permet aux entreprises de savoir si elles sont concernées ou pas par ces questions-là. C'est ces 12 500 entreprises qui ont fait la démarche de s'auto-diagnostiquer en quelque sorte. Et puis on voit maintenant, il y a des moyens importants qui sont mobilisés par les partenaires sociaux, par les pouvoirs publics pour conforter la prise en charge des savoirs de base. C'est devenu une priorité dans les stratégies et ça l'est de plus en plus dans les branches professionnelles. C'est une impulsion importante, et puis il y a la proximité sur les territoires, et donc on travaille beaucoup avec celles et ceux qui mettent en œuvre l'accompagnement des entreprises de proximité. Il y a une prestation qui s'appelle la prestation de conseil en ressources humaines qui est proposée aux entreprises qui en font la demande, et on a bataillé pour que dans le diagnostic qui est fait dans la proximité, qui est financé par les OPCO, il y ait cette prise en compte du numérique de base, de l'électronisme et de l'illettrisme. Et puis l'autodiagnostic que j'ai évoqué, on a travaillé avec Alliance Ville Emploi pour qu'il soit inscrit dans une clause sociale et que dans les marchés publics, et c'est l'angle qu'on a choisi, c'est celui de la sécurité au travail, parce que c'est très bordé juridiquement. Et donc, il y a une clause qui prévoit, pour les entreprises attributaires de marchés publics qui doivent construire des ponts ou répondre à des services de la collectivité, qu'elles doivent faire l'autodiagnostic illettrisme, électronisme, pour s'assurer que des moyens sont mobilisés pour leur personnel en vue d'éviter des risques liés à la sécurité au travail. Donc, l'enjeu pour nous, c'est vraiment d'inscrire cette dimension le plus possible, je dirais, je ne sais pas si on peut dire le droit commun, mais dans les stratégies d'emploi et de formation professionnelle. Exactement, et donc il y a la mesure d'impact, mais aussi comment on pérennise ces dispositifs et cet engagement. Donc ça m'amène un petit peu à la dernière question avant de passer aux questions du public. Peut-être en quelques mots, quelles sont les perspectives de vos organisations respectives sur ce sujet de l'électronisme ? Aurélie. Alors oui, très, très brièvement, après cette phase d'expérimentation, donc on va être au déploiement à travers un plan de communication qui va s'adresser à l'ensemble des entreprises de propreté du territoire, à la fois donc sur l'existence de ces modules, mais aussi tous les dispositifs, toutes les bonnes pratiques d'accompagnement à travers ces modules.
Voilà, donc c'est le début de l'histoire. Tout à fait. Peut-être du côté de Sylvie, les perspectives, même si vous êtes au tout début de la démarche, est-ce que vous vous projetez déjà sur la suite ? Alors dans la suite, il y a un projet qu'on vient tout juste d'engager aux côtés de Whittaker avec des entreprises de la région de Marseille et de la région nantaise qui vont aussi pouvoir tester des modules de formation auto-apprenantes et voir si elles sont adaptées en fait à leurs besoins, à leur profil. Donc ça c'est une expérience importante et enrichissante pour tous, je l'espère en tous les cas. Et puis bien évidemment on va continuer de voir dans quelles conditions on va pouvoir décliner de manière très opérationnelle et rendre accessible au plus grand nombre d'entreprises l'outil de diagnostic. Et puis, dernier point, c'est que nous mettons en place ponctuellement des actions collectives pour sensibiliser et former les personnes qui le souhaitent, mais en dehors de l'entreprise, puisque la formation est une obligation de l'entreprise et nous ne pouvons pas nous substituer aux obligations de l'entreprise. Donc, dans nos agences de ProBTP, dans les régions, on propose ponctuellement des actions de sensibilisation. Et puis, bien évidemment, nous ne les limitons pas aux salariés et aux entreprises, puisque nous les avons élargis aux plus jeunes, mais également aux seniors, puisque des séminaires d'inclusion numérique sont également proposés aux seniors dans toutes les régions de France, au même titre que des actions collectives ponctuelles. Et ce que nous souhaitons aussi pour nos seniors, c'est de les accompagner dans un parcours, de ne pas faire à un moment donné, mais de les accompagner plus longuement tout au long de leur appropriation des nouveaux outils du numérique. Merci beaucoup. Et donc, Fabien, je crois que chez Arès, il y a aussi des perspectives assez ambitieuses pour aller plus loin. Ambitieux, je sais pas, mais je prends un sujet dont on parle beaucoup et qui fait peur. C'est l'intelligence artificielle. Je sais pas, je fais un dernier petit sondage. Qui a utilisé ChatGPT déjà ? Vous êtes assez nombreux. Vous imaginez pareil sur nos publics que c'est quasiment mineur, alors qu'il y a un potentiel de simplification pour eux. Ils sont englués dans des démarches administratives extrêmement compliquées. On a fait quelques tests chez nous, rédiger un courrier pour une demande de logement, répondre à une offre d'emploi. Il y a un potentiel, qu'on le veuille ou pas, il est en train d'arriver. Et nous, on est en train de regarder, donc on est plutôt en train de faire des cas d'usage sur 2024 pour voir où est-ce qu'on va accélérer. Mais c'est sûr que ça va venir bouleverser et la recherche et le travail d'insertion de nos bénéficiaires et aussi la manière de les accompagner. Donc on regarde avec attention, mais on sait que 2025, ça va radicalement changer. Voilà, comme le numérique évolue très vite, les dispositifs d'accompagnement numérique doivent suivre la cadence. Peut-être Hervé, avant de passer aux questions du public. Pour nous, l'actualité, c'est deuxième quinzaine d'avril. L'INSEE va publier une note INSEE première qui nous donnera une indication sur le taux d'illettrisme dans notre pays. Il y a une enquête qui a été rééditée et nous avons fourni à l'INSEE le module de test qui a permis, sur un échantillon de 16 000 personnes, de mesurer les compétences de base. Et donc c'est une enquête qu'on attendait depuis un certain temps et qui a été rendue possible. Et donc on aura, c'est aussi une façon de mesurer l'impact. On pourra voir comment cette situation a évolué depuis 2011 sur les territoires. Donc on attend beaucoup des résultats de cette enquête. On saura les secteurs professionnels. Ensuite, on a à l'agence créé un observatoire de l'illettrisme et de l'électronisme sous l'impulsion du ministère du Travail qui a été installé en septembre dernier. Et au mois d'avril, on aura une réponse à la question combien de personnes sont concernées. Alors là, j'évoque les difficultés de lecture et l'illettrisme, mais c'est bien évident que dans la collecte des informations au moment de l'enquête, il y a eu beaucoup de questions sur la relation au numérique, les usages du numérique, l'autonomie numérique, et on n'a pas mesuré les performances, mais on pourra faire des croisements et d'informations, et cette data, elle est très importante, elle nous sera très utile avec l'Observatoire pour publier au mois de septembre, cette fois-ci, une réponse à la question qui sont les personnes concernées par l'illettrisme et l'électronisme. On aura combien la réponse à cette question en avril. En septembre, qui sont les personnes? On aura des informations beaucoup plus fines qui seront diffusées.
Et on sait que la bonne connaissance qu'on a de cette réalité, elle engage de l'action, de la mobilisation des moyens. Et donc pour nous, c'est un enjeu prioritaire, enfin une question prioritaire. On a aussi un travail, et c'est peut-être une forme de lien, c'était pas prévu, mais avec ce qui va suivre. On travaille beaucoup sur l'e-parentalité, sur le numérique de base au moment où les enfants entrent à l'école. On a un programme qui nous tient à cœur, qu'on teste en ce moment dans les 5 territoires d'outre-mer, qu'on appelle Famille Lire, et qui est destiné à des très jeunes mamans, au moment où les enfants entrent à l'école. Et elles sont accompagnées par des associations locales avec lesquelles on travaille pour qu'elles puissent elles-mêmes être plus autonomes dans la lecture, l'écriture grâce au numérique. Et on fait l'hypothèse que cette autonomie, cette aisance, elle a des impacts aussi, des effets sur la trajectoire scolaire des tout-petits. C'est ce qu'on mesure avec une évaluation qui est financée par le Fonds d'expérimentation jeunesse. Alors c'est pas nous qui faisons l'évaluation, c'est un tiers de confiance qui l'a fait. Et donc on aura des résultats de cette évaluation qui nous permettront d'améliorer le service. Mais c'est un programme sur 3 ans avec des promotions chaque année scolaire. Donc on croit beaucoup à ce programme. Et pour conclure, je dirais que bien sûr c'est une question d'autonomie, mais pour nous, et on le voit avec la situation des salariés, la situation des parents aussi, c'est vraiment un enjeu très très puissant dans la vie quotidienne et dans la relation aux autres aussi, parce que c'est vrai on constate que les personnes qui ne sont pas diplômées, peut-être qu'elles ont un accès au smartphone en quasi-totalité. Mais l'enjeu pour nous, c'est le temps passé aussi sur les réseaux sociaux, qui est du temps de sédentarité. Donc il y a un enjeu de santé publique, un enjeu de discernement, je le disais, de démocratie aussi, pour bien faire la part des choses entre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est beau, ce qui est moche. Donc il y a vraiment un enjeu d'éducation, et c'est ce qui irrigue le programme Familiar aussi, beaucoup. Et puis pour nous c'est un enjeu d'accès à la connaissance aussi, parce que c'est une manière d'ouvrir des portes et de façon non stigmatisante, positive. Les personnes qui sont en situation d'illettrisme et qui sont fâchées avec le numérique sortent plus facilement de l'illettrisme grâce au numérique. Elles ont envie d'apprendre comme tout le monde, et on se sert de ce levier puissant pour avancer avec elles. Merci beaucoup. Et effectivement, vous faites le lien avec les autres tables rondes sur la parentalité ou sur le bien vieillir, comme les actions mentionnées sur les seniors. Merci beaucoup pour votre intervention, pour cette première table ronde. On a du temps pour les questions. Je regarde l'équipe organisatrice. On a 7 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, madame. Alors, du coup, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'il y a un micro ? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Karina Chatin, je suis responsable de l'éducation au numérique à la CNIL. Merci pour vos témoignages de terrain. Aujourd'hui, effectivement, l'enjeu de l'inclusion numérique, c'est un enjeu majeur, puisqu'on a à peu près 15 millions de Français qui sont en grande difficulté avec le numérique, et donc ça engendre évidemment un phénomène d'exclusion sociale. Alors, on parlait des enjeux, c'est l'intitulé de ce colloque. Moi, il me semble qu'il y a un enjeu majeur, et Hervé Fernandez en a un peu parlé. C'est au-delà de la question des usages, qui ont beaucoup été évoqués à juste titre, c'est la question aussi de la culture numérique. Parce que un salarié, ou en tout cas une personne au-delà des salariés, qui ne comprend pas comment fonctionne le numérique, quel est le modèle économique des grandes plateformes du numérique, pourquoi, lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, on est pris dans des bulles de filtres? Comment distinguer le vrai du faux à l'heure où les jeunes, et notamment les collégiens, s'informent principalement sur les réseaux sociaux? Donc si on ne comprend pas tout ça, on ne peut pas être un citoyen numérique, et donc ça entraîne un nouveau phénomène d'exclusion sociale. Donc pour moi, il est important de faire le lien tout de suite entre les usages et la culture numérique. Donc ça, c'est juste un premier point. Et pour compléter, donc vous avez abordé effectivement ce qui me semble essentiel aussi, c'est la question de la pérennisation de la démarche dans les entreprises. Et je voudrais juste en quelques mots évoquer une action qu'on a menée à la CNIL. On a souhaité faire une expérimentation dans les entreprises pour sensibiliser les salariés en tant que parents. Et ça fait aussi le lien avec la table ronde suivante sur la e-parentalité. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les parents ne sont pas toujours des modèles dans leur utilisation du numérique. Juste un chiffre clé qui d'ailleurs circule dans les rapports parlementaires.
À 13 ans, un enfant a déjà 1300 photos de lui qui circulent sur les réseaux sociaux. Ces photos ont été publiées par ses parents et la moitié de ces photos se retrouvent dans des réseaux pédopornographiques. C'est juste un exemple. Donc, on a, nous, choisi de sensibiliser les parents sur leur lieu de travail, à la fois pour leur donner de manière très pédagogique et pas du tout culpabilisante des conseils, des ressources pédagogiques, à travers des cas d'usage, puisque vous l'avez bien dit, ça concerne tout le monde dans notre quotidien numérique, toutes ces problématiques. Donc leur donner ces clés de compréhension du numérique qui leur permettent d'accompagner leurs enfants et aussi les amener à s'interroger sur leurs propres pratiques numériques. Et juste une idée pour finir, un moyen de pérenniser tout ça, peut-être serait de faire entrer justement l'éducation à la citoyenneté numérique dans la RSE. Ça pourrait être une possibilité pour pérenniser les choses. Et dernière petite chose, donc on a mené cette expérimentation auprès du groupe Vive. Ça a tellement bien marché que d'autres entreprises sont venues vers nous. Et donc on a eu l'idée de fabriquer un kit numérique pour les parents salariés. Alors ce sera par tranche d'âge, puisque les enfants, bien sûr, ont des usages très différents. Entre un enfant de 6 ans et un ado ou un jeune adulte, c'est complètement différent. Et donc voilà, on met à disposition cet outil aux délégués à la protection des données, qui sont dans l'entreprise la cheville ouvrière, donc et le lien avec la CNIL. Et donc à eux de s'emparer de ce kit pour sensibiliser donc les parents. Voilà. Merci beaucoup. Alors j'ai vu qu'il y avait une autre question, peut-être trois autres questions. Alors juste peut-être, je crois que sur le sujet du temps d'écran, enfin de la sécurité, vous étiez posé la question aussi côté pro-BTP. En fait, on a conduit une étude qui a été présentée il y a quelques semaines sur l'addiction aux écrans. Et donc c'est la première étude nationale qui a été réalisée sur le sujet et que vous pouvez retrouver en détail dans l'Observatoire de la santé du groupe Pro-BTP, puisqu'effectivement l'inclusion numérique est un sujet d'inclusion sociale, mais il y a des risques associés. Certains viennent d'être évoqués, il y en a d'autres. Et donc il faut toujours avoir cette mesure de prudence que l'innovation c'est bien, mais il y a toujours des éléments positifs et des éléments moins positifs. Alors, du coup, j'ai vu des questions. Donc, monsieur qui avait levé la main en premier. D'accord. Le micro est là. Bah, alors, la personne qui a le micro peut poser la question. Merci. Voilà, merci. Bonjour, François Bouvac, Banque des Territoires, Caisse des Dépôts. Vos témoignages sont très, très saisissants. Ils montrent à quel point ce phénomène est aujourd'hui présent et que la prise de conscience est en route entre les interventions que vous avez prononcées, le petit mot d'introduction de la secrétaire d'État. On voit qu'il y a une somme importante d'initiatives pour essayer de réduire cette fracture et venir réduire ce tiers de Français qui sont aujourd'hui empêchés dans leur vie sociale, économique, citoyenne. Moi, je voudrais simplement indiquer la disponibilité de la Banque des Territoires qui est aujourd'hui en accompagnement d'un certain nombre de dispositifs. Nous intervenons sur ce champ de l'inclusion numérique avec trois entrées, en accompagnant le dispositif France Service, qui sont ces lieux dans lesquels les citoyens peuvent venir réaliser leurs démarches administratives et donc accéder à leurs droits et d'expérience, c'est le motif de fréquentation est essentiellement dû à la difficulté d'appréhender la digitalisation des démarches administratives. Elle porte une promesse d'efficacité, peut-être même de favoriser le bon accès aux droits grâce à l'IA, mais elles excluent aussi des gens, souvent ceux qui en ont le plus besoin, et donc c'est important que ces lieux puissent fonctionner. Je crois que ça répond aussi à ce qu'évoquait Sylvie Tête, c'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on peut aider à être plus à l'aise avec le numérique, il y a aussi des gens qu'il faut continuer à accompagner, il y aura une part de la population qu'il faut continuer. Donc, il y a aujourd'hui 2700 France Service, la Banque des Territoires finance ces lieux, permet qu'ils continuent à s'améliorer et accueillent de plus en plus de monde. Il y a une deuxième mission plutôt liée à la médiation numérique, c'est que la Banque des Territoires déploie un dispositif qui s'appelle Conseiller numérique, qui là aussi accompagne et remplit un certain nombre des missions qui sont faites. Et enfin, mais Florence Biot de la direction du numérique éducatif l'évoquera, la Banque des Territoires opère des dispositifs autour de l'éducation qui permettent de travailler à du numérique éducatif, à du numérique inclusif. Donc, moins qu'une question, c'est
témoigner de la disponibilité, en tout cas, de l'opérateur Banque des Territoires, de cet outil financier, de cet acteur qui intervient à la fois au niveau national et au niveau local, avec des acteurs publics, avec des acteurs privés, pour essayer de coordonner toute une série d'initiatives qui vont dans le bon sens et qui permettent d'éviter de se trouver dans cette impasse où les promesses de la digitalisation se heurterait à une exclusion de plus en plus forte, et donc de pouvoir imaginer qu'on peut vivre dans un monde numérique avec une société inclusive. Merci beaucoup. Alors il y avait 2 autres souhaits de participer. Oui, merci. Oui, bonjour, Guillaume Laos pour le réseau PIMS Médiation. Je me posais la question de savoir sur quelles compétences en interne dans vos entreprises vous vous appuyez pour animer les dispositifs que vous proposez et déployer les outils que vous avez pu concevoir, et en perspective et dans la durée, vu qu'en termes de volume, c'est plutôt important. On parlait d'un salarié sur 2 qui pourrait avoir des besoins. Comment vous envisagez de pouvoir répondre sur la demande? Est-ce que c'est uniquement en interne, avec des compétences internes, ou également à travers des partenariats avec des compétences externes, notamment en matière de médiation numérique? Merci. Est-ce que quelqu'un veut répondre au sein du panel? Je crois que... Non. Nous sommes une fédération, c'est compliqué de répondre pour les entreprises qui vont chacune s'approprier l'outil de différentes manières. Dans la propreté, ce qu'on peut dire, je crois, parce que moi je dirige une société de nettoyage aussi, c'est que il y a des encadrants de proximité qui peuvent vraiment être des relais, comme ils le sont aujourd'hui auprès de leurs salariés, ainsi que tout le staff administratif d'exploitation, qui sont là vraiment en soutien aux salariés sur tous les sujets. Donc c'est eux le maillage très intéressant de ces formations, l'encadrement de proximité, vous en parliez également. Il peut y avoir aussi effectivement des duplications à plus large échelle, en réunissant des salariés dans des salles par 12, par 15. Donc je pense que ce sont les 2 principaux leviers de déploiement. Je pense que le choix d'une entreprise de passer par un réseau de formation peut très bien être une décision que l'entreprise de propreté prend également. Enfin, si c'était votre question. Oui. Ouais, tout est possible. Voilà, soit c'est du déploiement en interne, soit c'est du déploiement en externe. Je pense que pour l'instant, chaque entreprise de propreté l'a à sa main, et c'est plutôt de l'interne. Oui. C'est plutôt de l'interne par l'encadrement de proximité, je dirais. Oui. Alors nous, en fait, dans le cadre des premières expérimentations, on s'est appuyé sur les équipes des ressources humaines parce que c'était la volonté des entreprises que nous avons accompagnées sur le sujet. Mais ce n'est pas, dans une structure de bâtiment où vous avez 3 salariés. Le bâtiment, c'est des grands groupes, mais pas que. Il y a beaucoup d'entreprises de très petite taille où vous avez 1, 2 ou 3 salariés, et donc les équipes RH n'existent pas. On est plutôt dans une dimension familiale pratiquement, dans l'accompagnement des salariés. Et là, on peut plutôt être en relais avec les sessions qu'on peut proposer en dehors de l'entreprise. Dans les entreprises que nous accompagnons, ceux qui portent sont les DRH, qui conçoivent les plans de développement des compétences et qui imaginent l'ingénierie du projet. Et c'est vrai que là où ça fonctionne, c'est là qu'on trouve des stratégies d'alliance avec les organismes de formation aussi qui peuvent venir dans l'entreprise pour faire le repérage, le diagnostic de façon complètement indolore. Voilà, il y a cette opportunité. Il y a aussi des stratégies qui fonctionnent, qui font appel à de l'alliance avec des mentors, du mentorat. Donc, il y a Stop Illettrisme qui peut accompagner des stratégies de formation très formelles avec des bénévoles, c'est-à-dire des bénévoles qui coachent ou qui entretiennent avec des exercices les salariés qui sont en formation. Donc il y a tout type d'initiatives possibles, mais ça fonctionne bien quand il y a cette alliance qui se crée entre la DRH, le centre de formation, l'encadrement de proximité, pour développer les choses et pour que les entreprises puissent disposer des outils nécessaires à des formations de plus grande ampleur. Notre travail, c'est la stratégie qu'on a choisie, c'est d'agir auprès des branches professionnelles
pour que cette dimension soit bien intégrée, portée, et puis c'est là qu'il y a des moyens. Ces moyens peuvent être abondés aussi par les pouvoirs publics, puisque l'État soutient toutes les je dirais les transformations, toutes les évolutions grâce à ce qu'on appelle des EDEC. Là, ce sont des moyens importants qui sont mobilisés. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de moyens financiers pour soutenir ce type d'initiative et d'action. Merci beaucoup. Alors, je suis navrée, oui, peut-être dernière intervention, Monsieur Verdier. Merci. Et après, on passe à la suite. Bonjour à tous, Laurent Verdier, dont responsable du pôle sensibilisation au sein de cybermalveillance.gouv.fr. Merci beaucoup pour cette table ronde. Je m'adresse plus à vous en tant que personne connaissant le milieu de l'entreprise. On a parlé d'électronisme, d'illettrisme. On a évoqué la sécurité numérique. Merci, Monsieur Fernandez. Les attaques cyber, comme vous le savez, se démultiplient. Il y a des enjeux très forts à la fois pour la personne, mais également pour l'entreprise, pour l'association, pour l'organisation. J'ai récemment, au cours d'une intervention, entendu la phrase suivante que je voudrais soumettre à vos commentaires. Pas de cybersécurité sans inclusion numérique. Qu'en pensez-vous ? Alors s'il vous plaît, peut-être merci beaucoup, en étant très synthétique, parce que là je suis navrée, on est la première table ronde, donc on est un peu obligé d'être strict, sinon tout va décaler. Donc voilà, si quelqu'un veut réagir en quelques mots. Moi, je reprendrai les propos de Karina Chatin sur la question de la culture. En fait, voilà, je pense qu'on travaille tous à ce que chacun puisse maîtriser un socle de compétences de base essentielles qui va aider dans toutes les dimensions, on va dire. Et donc, c'est cette première marche indispensable qui nous réunit tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation et merci au public.